Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never frozen meals are dietitian approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code listen50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code listen50. T's and C's apply. Salut à toutes, salut à tous. On arrive enfin en Italie pour ce Giro. C'est plutôt normal. Après 3 étapes en Albanie, on arrive dans la botte, le talon de la botte, puisqu'on est à Lecce, dans les Pouilles, au sud de l'Italie. Du moins, l'arrivée sera à Lecce. Le départ, lui, sera d'Alberobello. Une longue étape aujourd'hui, 189 km. Et c'est essentiellement plat. Une seule difficulté répertoriée, Putignano. C'est seulement 900 mètres à 6%. Donc voilà, un petit col de 4e catégorie qui sera dès le début de l'étape au kilomètre 16. Et ensuite, ce sera à peu près tout plat. On aura juste une autre légère ascension, au sommet de laquelle il y aura le petit sprint bonus Red Bull et les secondes de bonification, 4 km à 4%. Mais là, ce sera au milieu de l'étape et il est fort à parier que ce sera simplement pour les échapper. Et derrière, c'est vraiment plat. On s'attend à sprint aujourd'hui. Les sprinteurs qui vont enfin pouvoir tenter de prendre leur revanche. Après des étapes où ils n'ont pas pu être là dans le final, les 2 étapes remportées par Mats Pedersen aujourd'hui, ils seront là. Les favoris, c'est Caden Groves et Olaf Koy, qui semblent les 2 meilleurs. Attention évidemment à Mats Pedersen, qu'il ne faudra pas du tout écarter comme potentiel vainqueur aujourd'hui. Mais on a d'autres sprinteurs. On a Milan Fretin pour la Cofidis, Luca Mozzato pour l'Arkea BNB Hotel, pourquoi pas Matej Govekar pour la Bahrain Victorious. Corbin Strong, 2e hier pour Israel Premier Tech, sera encore dans le coup aujourd'hui. Gerben Tjersen pour l'Intermarché Venti. Or Luis Aular qui a déjà fait 2 podiums pour la Movistar. Est-ce qu'on verra enfin Paul Magnier pour la Soudal Quickstep? Casper Van Hunden pour la Picnic Postenel, Giovanni Lonardi, Filippo Fiorelli pour les équipes italiennes de la Visite Malta et de la Bardiani. Olaf Koy aura aussi Wout van Aert probablement pour l'amener. Je pense pas que Van Aert va faire le sprint, il sera plus là pour travailler a priori pour Olaf Koy. On a encore Michael Zaliard pour la Tudor ou Max Kanter pour l'Astana. Il y a donc du monde qui vont tenter de s'imposer aujourd'hui dans l'emballement final, dans cette étape qui s'annonce vraiment classique, avec une arrivée et un sprint massif et une échappée qui n'aura pas beaucoup vraiment d'espoir aujourd'hui pour aller au bout. C'est la 4e étape, c'est l'arrivée en Italie pour ce Giro. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti. Qui va s'y amuser aujourd'hui? Et il y a un coureur qui est parti dès le kilomètre 0 là, coureur de la Polti Visite Malta. Et il est tout seul. Il se retourne. Oh là là, ouais, c'est terrible. Il se retourne, il fait un geste de la tête, genre c'est pas possible, il y a personne qui est venu avec moi. Là, il a pas envie de se faire 189 km tout seul évidemment. Donc il va probablement y aller un peu mollo là. Il est le seul à être sorti. Et ouais, le problème de ces étapes où on sait un peu comment ça va finir, toute plate. Il y a seulement 3 points à prendre au classement de la montagne, donc ça intéresse à peu près personne. Il y a des sprints intermédiaires, des bonus, mais ça pareil, les échappées, ça les intéresse pas trop. Donc l'intérêt d'être devant est assez faible. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul des 182 coureurs encore en course qui a eu le courage d'y aller, mais il avait vraiment pas envie d'y aller tout seul. Là, il va être dégoûté. Hein. Ah bah, c'est juste le début, peut-être d'autres coureurs qui vont le rejoindre, mais pour l'instant, il est sorti dès le kilomètre 0. Et il s'est retourné, il a vu que personne l'a vu, là on revoit le ralenti et il hoche la tête de désespoir, genre oh non, il n'y a personne qui est venu, ils vont pas blesser tout seul. C'est un coureur de la Polti Visite Malta, ils sont où la Bardiani là? La Bardiani déjà hier ils étaient pas devant, c'est étonnant qu'on les voie pas devant, des coureurs comme l'Arkea BNB Hotel qui ont quand même pas grand monde pourraient y aller, voire même la Groupama, mais pour l'instant il n'y a qu'un seul coureur qui est sorti, c'est Munoz, l'Espagnol de la Polti Visite Malta. C'est Francisco Munoz qui est sorti pour la team Polti Visite Malta. Et pour l'instant, personne d'autre qui n'a voulu le suivre. Personne qui n'accompagne Francisco Munoz. Il est le seul à avoir tenté de sortir dès le début, dès le kilomètre 0.
Il s'est retourné, il a eu que personne l'a suivi et personne n'a ensuite tenté de le rejoindre. Et désormais, il est trop loin. Il a 4 minutes d'avance sur le peloton alors qu'il va passer en tête de la seule difficulté du jour. Et ces 3 petits points seront vraiment une maigre consolation pour l'énorme effort qu'il s'apprête à fournir. On est à 172 km de l'arrivée. Et l'ami Francisco Munoz est parti pour une belle journée à l'avant sous le soleil italien au milieu d'une foule impressionnante. Là, en Albanie, il y avait du monde, mais en Italie, on sent que c'est quand même autre chose. La foule est vraiment là pour voir passer Francisco Munoz. Bon, il faut qu'il se fasse plaisir maintenant. Il faut qu'il oublie la frustration d'être tout seul. Il faut qu'il en profite. Qu'il aille dans l'effort. Après tout, il est aussi payé pour ça. Donc, il faut qu'il donne le maximum. Il va passer en tête probablement aussi des prochains sprints intermédiaires. Par contre, il y aura un petit intérêt du coup dans cette course. Alors, pas à cause de l'échappée, puisqu'on voit mal un homme seul évidemment aller au bout. Par contre, vu qu'il n'y a qu'un seul homme devant, il y aura peut-être un affrontement dans le peloton. Aussi bien lors des sprints intermédiaires pour les points pour le maillot de Chiclamino qui intéresse plusieurs coureurs, que pour les secondes. Là, le sprint bonus, il y a 4 et 2 secondes. Est-ce que les favoris vont s'affronter, sachant qu'en plus, ces secondes sont au sommet d'une petite ascension? On va voir ça. Ça sera Francisco Munoz qui, a priori, passera en tête. Mais pour les places 2 et 3, il y aura peut-être une bataille. Ça sera là l'intérêt du jour. On se demandait. Moi, je me demandais même s'il allait vraiment avoir une échappée. Bon, il n'y en a eu qu'un. C'est Francisco Munoz. Et dans le peloton, il y a une attaque. On se bat pour là, par exemple, voilà, le maillot de la montagne. C'est Sylvain Moniquet qui a attaqué. Et Fortunato qui s'est fait surprendre, qui tente de le rattraper désormais. Il pensait peut-être l'avoir tranquille, Fortunato. Mais Sylvain Moniquet n'a pas abdiqué. C'est lui qui avait le maillot en premier. Il l'a perdu. Et c'est bien Moniquet qui a surpris Fortunato, qui va passer en 2e position. Et Fortunato qui va prendre la 3e place. Ah, c'est pas encore fait, remarque. Il est en train de revenir, Lorenzo Fortunato, au sprint sur Sylvain Moniquet, qui doit se remettre sur ses pédales. Ah, c'est une belle bataille. Mais c'est le même Moniquet, ouais. Moniquet qui passe en 2e et qui prend 2 points. Fortunato qui prend 1 point. Voilà la petite bataille. Si vous voulez prendre 3 points, les amis, fallait aller dans l'échappée. C'était le seul point de la montagne à prendre aujourd'hui. Lorenzo Fortunato sera donc toujours leader de ce classement ce soir. Francisco Munoz est évidemment passé en tête du premier sprint intermédiaire à 148 km de l'arrivée. La question, c'est qui va ensuite se battre dans le peloton, qui approche à grands pas de ce sprint. Il y a Mats Pedersen évidemment qui va vouloir prendre des points. Il y a 8 points pour celui qui passera en seconde position du coup. 5 points pour le 3e. 3 et 1 point pour les 4 et 5. Est-ce que d'autres... A priori, il y a d'autres coureurs qui sont intéressés. Il y a Mats Pedersen, mais on voit aussi des coureurs de la Visma Lease the Bike. Ça veut dire que, la Visma Lease the Bike, donc Olaf Koy est intéressé. On voit des coureurs aussi pour l'Alpecin de Koenig, pour Caden Groves. Non, c'est même pas pour Caden Groves, c'est Jensen Plowright, l'équipier de Caden Groves, qui est là, qui est en 4e position. On a Corbin Strong aussi, qui est là dans la roue de Pedersen avec Olaf Koy. Mats Pedersen, il a des équipiers qui vont l'aider, mais c'est Jensen Plowright, tiens, justement, qui lance le sprint le plus loin. Il dépasse tout le monde. Olaf Koy est dans sa roue. Mats Pedersen en 3e position. Et c'est Plowright. Alors là, je l'avais pas vu dire celle-ci. Pourquoi c'est lui qui fait le sprint et pas Caden Groves? Est-ce que c'est lui qui va sprinter aussi à l'arrivée et non Groves? C'est très très étonnant. Est-ce qu'il l'a fait juste pour priver Pedersen de prendre trop de points plutôt? Je ne sais pas, mais c'est bel et bien Plowright qui prend la 2e place et les 8 points. Olaf Koy qui passe donc 3e, prend 5 points. Pedersen 3 points. Et Corbin Strong qui est passé dernier et qui est le seul à avoir fait ce sprint avec les 3 autres, qui prend un petit point. Étonnant de voir Plowright faire ce sprint. Je pense que c'est quand même plus pour priver Pedersen de prendre trop de points et empêcher Caden Groves de trop se fatiguer à faire ce sprint intermédiaire. C'était étonnant quand même de voir Plowright plutôt que Groves. Mais voilà, ça nous a fait une petite animation dans cette étape qui en manque cruellement. Francisco Munoz est en tête avec 4 minutes et 15 secondes d'avance. L'écart est monté à 5 minutes et puis à partir de 5 minutes, on a vu justement les équipes de ces sprinters-là, l'Alpecin, la Visma et la Lidl commencer à rouler pour éviter de donner quand même trop de temps à Munoz et se dégourdir les jambes. Attention là avec une chute à l'arrière du peloton. Pourtant ça a roulé assez tranquille. Il y a juste eu avoir des roues touchées là. Il y a Pedersen qui a été pris dedans. Il n'est pas tombé, il a juste été ralenti. Il était à l'arrière du peloton avec toute son équipe Lidl Trek. On a quelques coureurs qui se sont fait un petit peu mal quand même. Là, je vois un coureur de l'Israël, un coureur de la Q36.5 qui boitille un petit peu. Un coureur de la J.Cole Lula aussi là. Félix Engelhardt qui doit changer de vélo. Il y a 2 coureurs de la Q36.5 qui sont sur le sol. Il y en a même un qui se tient l'épaule là. C'est qui pour la Q36.5? C'est Nicolas Zukowski, le Canadien. Je me demande si Matteo Moschetti, qui est leur sprinter, qui sera aussi une carte à surveiller aujourd'hui, n'a pas été pris aussi dans la chute. Pour Zukowski, ça a l'air un petit peu plus compliqué là. Enfin, là. Une chute vraiment toute bête, il ne se passait rien.
Ah, c'est vraiment, on revoit le ralenti, c'est que la Q36.5. Hein. On a 3 coureurs de 36.5 qui ont dû se toucher. Et derrière, ça a fait un petit peu un carambellage. C'est Simon Clark pour Israel Premier Tech qui s'est fait aussi un petit peu mal. Et en fait, la Q36.5 est tombée et ça a entraîné tous les coureurs de la Lidl Trek derrière et ceux de la Jayco Alula, en gros, qui se sont fait piéger. Mais c'est la Q36.5 qui ont été les premiers. Je pense qu'ils se sont simplement touchés entre coéquipiers et ils sont tous tombés. Et c'est Nicolas Zikowski qui semble être le plus touché. Pas sûr qu'il puisse repartir. Alors que derrière, on voit Mats Pedersen et tous les autres coureurs qui ont été un petit peu pris dans cette chute rentrés dans le peloton. Reste 2-3 attardés et Zikowski qui n'est pas encore reparti. On est à 122 km de l'arrivée. On a toujours bien sûr Francisco Munoz, seul en tête, qui traverse toutes ces villes absolument pleines de monde. On ne travaille pas a priori aujourd'hui en Italie. Il a 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. Allez, on arrive au Red Bull Sprint. Francisco Munoz est déjà passé. Il a pris les 6 secondes. Et derrière, il y a 4 et 2 secondes à prendre. Et on voit la Movistar là prendre d'un seul coup la tête du peloton. On voit la Emirates aussi bien placée. Coureur de la Bahreïn victorieuse aussi. On va se battre pour ces 4 et 2 secondes qui restent. En plus, c'est en montée là, donc forcément, ça favorise ces équipes-là de leaders du classement général. Là, on voit plus du tout la Lidl Trek, la Visma, sont pas là. Et on est encore assez loin du sommet. Et ça se bat beaucoup là, entre la UAE, entre la Movistar, la Bahreïn. Et on voit aussi Primož Roglic plutôt bien placé. Qu'est-ce qu'il va réussir à passer? On voit Primož Roglic en deuxième position dans la roue d'un coureur de l'UAE de Ayuso. C'était Del Toro qui était là. Ça va être entre Del Toro et Roglic. Hein. Personne d'autre n'a pu les battre finalement. Les coureurs de la Bahreïn ont attaqué de trop loin. Allez, on va revoir là sur le ralenti. On verra un petit peu mieux. Antonio Tiberi était trop loin pour prendre des secondes. C'est Del Toro. C'est Del Toro qui passe bel et bien en deuxième devant Primož Roglic qui prend 2 secondes de plus du coup. Et c'est le seul des favoris à prendre des secondes. Del Toro il était là pour empêcher Roglic de prendre trop de secondes. Je pense que c'était peut-être aussi pour cette raison qu'on avait des coureurs de la Bahreïn. Mais ils n'ont pas réussi, eux, à devancer le Slovène qui va toujours chercher ses petites secondes quand il peut. Et il a réussi à en prendre 2. On est à 102 km de l'arrivée. 2 minutes et 42 secondes d'avance pour notre ami Francisco Munoz. 80 km de l'arrivée et Francisco Munoz continue son petit numéro. Seul en tête, il a 2 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton où on ne retrouve plus Nicolas Zukowski, le Canadien de la Q36.5 qui a dû abandonner, ancien champion du Canada de la course en ligne, qui est le 3e abandon après Mikel Landa, après Geoffrey Bouchard. C'est encore une fois sur une chute, mais là par contre une chute vraiment dans un moment anodin, ça tient vraiment à rien. On se rend compte que même sur une étape comme ça où il se passe pas grand chose, faut qu'ils restent concentrés tout le temps les coureurs. Et le moindre moment de déconcentration peut être fatal, comme ça l'a été pour Zukowski. Bon, on va quand même parler de Francisco Munoz parce qu'il est à l'avant, donc il mérite largement sa petite présentation. Même si évidemment, à 23 ans, le jeune Espagnol ne compte aucune victoire dans sa carrière. Il est devenu pro en 2023, il y a 2 ans, dans l'Eolo Cometa, l'équipe italienne, qui est en fait cette équipe de la Polti Visit Malta. Elle a seulement changé de nom l'an passé. Après l'Eolo Cometa, elle est devenue la Team Polti Cometa. Et cette saison, elle est devenue la Team Polti Visit Malta. C'est donc la seule équipe dans laquelle a couru ce jeune Espagnol. Il avait déjà participé au Giro l'an passé, Francisco Munoz. Il avait terminé, en plus il n'avait pas abandonné, 122e du classement général, il avait fait 22e d'une étape comme meilleur résultat. Ce ne sera pas forcément aujourd'hui qui fera mieux, parce que il a toutes les chances évidemment d'être repris avant la fin. Cette saison, on l'a vu notamment sur Tirreno Adriatico, il était là, il allait chercher une 19e place sur une étape. À noter qu'il a terminé juste devant Mathieu Van Der Poel, qui avait fait 20e. Donc ça a dû lui faire plaisir à l'ami Munoz. Son meilleur résultat de la saison, c'est une 9e place sur une étape du Tour de Hainan en Chine. Et là, évidemment, c'est une course beaucoup moins prestigieuse. Il était aussi là sur le Tour des Alpes où il a fait une petite échappée. Il était d'ailleurs aussi dans une échappée sur Tirreno Adriatico lors de la 5e étape remportée par Frédéric Versnes, qui était justement faisait partie de l'échappée victorieuse. Il était là, Francisco Munoz, mais il avait lâché bien avant le final. Aujourd'hui, il n'a pas de Versnes ni qui que ce soit avec lui. Il est tout seul. Et même si ça a dû le saouler, bien sûr, de se voir tout seul, de faire cet effort énorme, il ne faut pas qu'il oublie que voilà, il est seul en tête d'une étape d'un grand tour. Tout le monde parle de lui sur toutes les télés du monde. Sa famille et ses amis doivent être fous de joie, eux, par contre. Et il faut qu'il pense à ça pour continuer son effort, même si forcément il risque de le payer ensuite dans les jours qui viennent. Francisco Munoz, seul en tête à travers la foule italienne.
Ladies, you'll end up shopping for your guy's deodorant, right? So try Degree's Original Cool Rush. You see, last year, Degree changed the formula, and men were mad. One guy even started a petition. So Degree admitted they messed up and brought the Original Cool Rush scent back. It's clean, crisp, and actually smells like someone you want to cuddle. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So toss one in your cart and find out why it's the best-selling men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory. In golf, precision is everything, on and off the course. PGA of America chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business for smooth operations and seamless transactions. Together, we enhance ticketing and concessions for better fan experiences from gate to green. This is pro-level efficiency. This is PGA of America with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Il a plus rien dans les pattes, Francisco Munoz. Il va être repris là par le peloton. Il va être repris 3 km avant le dernier sprint intermédiaire. Donc il n'aura même pas le bonheur de prendre les 12 points et la petite prime qui va avec là. Il est repris, on est à 56 km de l'arrivée. Il a fait un énorme boulot tout seul, mais là il en a vraiment marre. Hein. Il en a marre, ça y est, il est repris à l'instant. Et du coup, on va avoir un sprint de nouveau assez disputé, je pense. Parce que là, il y aura 12 points pour celui qui passera en tête, 8 points pour le second, 5, 3 et 1 pour les suivants. On a vu Mats Pedersen le faire tout à l'heure avec Olaf Koy, avec Corbin Strong et avec Jensen Plowright qui a sprinté plutôt que Caden Groves. Et là, on voit le pauvre Francisco Munoz, il est avalé par le peloton. Il n'y a même pas un petit coureur qui lui fait une petite tape sur l'épaule pour lui dire allez, beau boulot, t'as été courageux. Rien, il est vraiment retombé immédiatement dans l'anonymat total du peloton. Un petit coureur d'une petite équipe italienne. C'est dur, il a bien fait d'être à l'avant. Il se rappellera toute sa vie. Ça deviendra, avec le temps, un bon souvenir, je pense. Pour l'instant, c'est un peu cruel. On va s'intéresser au sprint. Désormais, ce sprint intermédiaire. Et ça va encore une fois être un joli sprint disputé avec Matthias Vacek qui mène. Il a Jensen Plowright, il me semble, dans sa roue. Derrière Olaf Koy. Mats Pedersen, on retrouve un petit peu les mêmes que tout à l'heure. Sauf Corbin Strong, que je vois pas. Attention, il y a des petits virages là en plus. Juste avant, on est à 300 mètres. Il y a un énorme virage. Et Matthias Vacek, il est en tête, mais c'est pas Pedersen qui est dans sa roue, donc ça l'arrange pas forcément. Ça va être un duel là entre Olaf Koy et Mats Pedersen. Le duel entre Koy et Pedersen, ils sont côte à côte, mais ça va être Olaf Koy qui va passer devant. Ouais, c'est Olaf Koy qui s'impose devant Mats Pedersen. Et en troisième position, c'est Jensen Plowright, je pense, qui cette fois-ci n'a pas pu surprendre. Il termine troisième, il prend encore quelques points. Mais les 12 points sont pour Olaf Koy, qui va combattre a priori Mats Pedersen pour ce maillot de Cyclamino. C'était vraiment, on les a vus, c'était épaule contre épaule. Intéressant de voir si le scénario se répétera à l'arrivée de la course, sachant qu'à l'arrivée de la course, il y aura évidemment bien plus de coureurs intéressés, et donc bien plus d'aléas possibles. Il faudra faire attention aux chutes. Et c'est pas Plowright en fait, c'est Caden Groves cette fois-ci qui a suivi. Il a pas insisté. Une fois que Pedersen et Koy étaient un petit peu derrière lui, il a juste pris la 3e place. Bon, c'est étonnant. On a vu Plowright faire le premier, et là c'est Groves qui vient faire le sprint en prenant la 3e place, mais il n'a pas vraiment sprinté. Hein. Il a juste suivi sans se fatiguer. Et il prend 5 points. Étonnante la stratégie, une nouvelle fois, de l'Alpecin. Là, hein. Ça commence à être tendu là. On entre dans la ville de Lecce, on est encore à 20 km de l'arrivée. Mais il y a Søren Kragh Andersen là qui vient de chuter. Il a l'air de s'être fait mal. Søren Kragh Andersen, on est dans la ville. On va faire un circuit là dans la ville pendant 20 km. Donc il y a beaucoup de mobilier urbain, beaucoup de virages, de ronds-points. Mats Pedersen était avec lui, il n'est pas tombé, il était retardé. C'est le dernier du peloton. Un peloton très très étiré, très très étendu, ça va très vite. Beaucoup de guerre de placement et bien sûr, faut être vigilant à chaque instant là. Il y a beaucoup de monde sur le bord de la route. Il faut faire aussi attention au public. Francisco Munoz qui était aussi pris dans cette chute. Décidément, Munoz, quelle journée il aura fait. Hein. Il était là avec Søren Kragh Andersen. Bon, il a pu repartir. Il va au moins pas abandonner. S'il abandonne, il aura même pas son petit prix de la combativité ce soir. Il est reparti. Søren Kragh Andersen, ça a l'air un petit peu plus grave. Et j'ai bien peur que ce soit pas la seule chute qu'on va avoir dans ce final parce que ça va être très tendu. Il y a toujours les premiers sprints. Le premier vrai sprint massif d'un grand tour. Surtout une étape qui a été assez facile, toute plate. Tout le monde est en forme. Il y a eu une journée de repos hier. Donc voilà, tout le monde est vraiment affûté. Début de tour. Attention. On espère qu'on n'aura pas de drame là. Et il y a quelques coureurs toujours retardés après cette chute. Et notamment Giulio Ciccone, le leader de
Lidl Trek, alors c'est pas pour la victoire d'étape aujourd'hui, mais pour le classement général, Ciccone le joue. Mais on a aussi 2 coureurs, Ben Turner pour Ineos et Paul Magnier, qui ont été retardés par cette chute et qui sont en train de faire un gros effort pour tenter de rentrer. Il y a Giulio Ciccone, il a un équipier qui est en train de l'aider, c'est Jacopo Mosca, qui donne tout ce qu'il a il a 15 km pour ramener Ciccone dans le peloton. Turner et Magnier dans la roue. Mais c'est vraiment dangereux. Hein. Il y a des endroits avec des rétrécissements. La route fait 8 mètres et d'un seul coup, elle en fait 4. Et on va faire ça 2 fois parce que là, on fait un circuit de 10 km dans la ville à 2 reprises. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud là. Ils ont intérêt d'être extra vigilants, les coureurs. 10 km de l'arrivée. Le peloton est de nouveau groupé. Ciccone a réussi à rentrer. Mats Pedersen, qui était retardé, il est rentré rapidement, mais il a du mal à remonter, ça va tellement vite. Il n'est pas du tout dans la première partie du peloton pour l'instant. C'est tendu de manière... c'est vraiment chaud. Chaque équipe qui tente de placer son sprinter, on voit beaucoup d'équipes impliquées. On voit même la Bardiani, probablement pour Fiorelli ou Zanoncello. On voit la Tudor pour Gilliard. On a vu la Decathlon pour Bennett, la Picnic Post-Enel pour Casper Van Houten. Donc il n'y a pas que les favoris. Coy, Groves et Pedersen qui vont faire ce sprint. Tous ceux qui ont un sprinter vont tenter de la faire. La Cofidis avec Fretin est également bien placé. Pour l'instant, c'est Joshua Tarling qui mène le peloton. Il a Egan Bernal dans sa roue. Là, par contre, c'est évidemment pour protéger Bernal, éviter toute chute. S'il y a une chute après la ligne des 5 km aujourd'hui et non la ligne des 3, il n'y aura pas de temps perdu au classement général pour ceux qui seraient tombés ou retardés. Mais bien sûr, il faut quand même éviter de tomber pour ne pas se faire mal. Et la meilleure façon de ne pas tomber, c'est d'être le plus devant possible, même si c'est dangereux et même s'il faut faire un effort. Allez, Mats Pedersen, lui, il est remonté. Il est là aussi en haut du peloton. Caden Groves également. La Visma, la Bahrain Victorious aussi, qui va travailler probablement pour Mateusz Govekar. On a quelques coureurs de la Q36.5 pour Moschetti. Ils sont beaucoup. Ils sont vraiment beaucoup à vouloir sprinter. Aïe. On est encore à 6 km de l'arrivée. Et tout le monde est déjà en place. Mais bien sûr, ça se bat, ça se double, ça se redouble. Et en plus de ça, il faut faire attention au rétrécissement de la route. Tout ça a une allure impressionnante. C'est chaud. Allez, on est à 3 km de l'arrivée. Le peloton en ligne indienne. On voit des coureurs assez loin. Hein. Olaf Koy, Mats Pedersen ne sont pas du tout dans les premières places. On a plutôt la Decathlon qui est bien placée. On a la Ineos aussi. Là, c'est pour Ben Turner qui est revenu. Pour Sam Bennett. Caden Groves aussi parfaitement placé. Il me semble qu'il y a un coureur de la Tudor. Est-ce que c'est Michael Gilliard qui est plutôt là dans les premières places du peloton? Si Pedersen et Koy veulent revenir, ils sont loin. Ils sont avec Gerben Tiersen aussi de l'Intermarché, mal placé. Coureurs de la Picnic Post-Enel et de la Soudal Quick-Step qui sont plutôt aussi dans le début du peloton. Casper Van Houten, Paul Magnier. Et a priori, c'est l'Alpecin de Koenig qui est la mieux placée. Il y a 4 coureurs de l'Alpecin de Koenig dans les 6 premiers là. Ils sont déjà en train de travailler 2 km de l'arrivée pour Caden Groves. La Picnic Post-Enel est aussi pas mal avec 3 coureurs. Je vois 2 coureurs de la Decathlon. Il y a un coureur de l'Astana qui est là. Est-ce que c'est qui va faire les sprints chez Astana? Max Kanter probablement. Allez, la Visma qui est un petit peu remontée. On voit 2 coureurs de la Visma. Alors Luis Saolar est aussi là en 10e position. Mats Pedersen qui remonte juste à temps. Là, il va pouvoir participer au sprint ici. Tout le monde est là. Oh là, on s'en sort pour tout le monde. Pour l'instant, c'est un coureur de la Decathlon désormais qui mène le peloton. Puis un coureur de l'Alpecin, c'est chacun. En fait, c'est un train commun pour toutes les équipes. Faut dire que c'est assez étroit là. On passe la flamme rouge. Et c'est vraiment une toute petite route. On peut passer qu'à 4-5 de côté. Attention, il y a une cassure là d'ailleurs. Il y a 2 coureurs qui sont là juste pour faire le train et qui sont partis trop vite. Derrière, c'est Eduardo Affini qui finalement mène Olaf Koy. Wout van Aert, il n'est pas là. Et ils sont obligés de ralentir les 2 lanceurs. Ils avaient lâché tout le monde. Ils sont obligés d'attendre. Et du coup, c'est Eduardo Affini qui désormais est arrivé à pleine vitesse. Qui lance couille. Pedersen dans sa roue. Et désormais, on a la Picnic Post-Enel aussi bien placée pour Casper Van Houten. Michael Gilliard dans la roue de Van Houten. Caden Groves s'est fait un petit peu piéger finalement. Il est un peu plus loin. Et là, il va y avoir un dernier virage à 300 mètres de la ligne. Donc là, c'est dangereux. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de chute. C'est Casper Van Houten qui est le mieux placé, a priori, dans la roue de son coéquipier. Ah, Eduardo Affini qui a lâché. C'est parti pour Casper Van Houten qui lance de très très loin. Il a Michael Gilliard dans sa roue. Mats Pedersen qui dédouble par la gauche. Mais pour l'instant, Casper Van Houten qui tient bon. Avec Michael Gilliard qui revient. Casper Van Houten qui s'impose. La victoire de Casper Van Houten. C'était pas le favori. C'était un des coureurs qui était dans le mix. Mais c'était lui qui était tout simplement le mieux placé au dernier virage. Il a lancé de loin et il a résisté ensuite au retour de Pedersen, d'Olaf Koy, de Zaliard. Inattendu, la victoire de Casper Van Houten. Enfin, inattendu, c'est pas non plus n'importe qui, évidemment. On l'avait cité. C'était pas le grand favori. Mais voilà, il y avait tellement de monde. Fallait une guerre de placement, avoir un peu de chance.
Et ils s'en sont sortis. Le Hollandais Casper Van Honden qui vient s'imposer. Derrière, faut voir. Pour la deuxième place, c'est peut-être Pedersen, c'est peut-être Coy ou Ziliard, je dirais. C'est un de ces trois-là, à mon avis. Groves, lui, finit plus loin. Bien placé à 1 km 500, mais plus du tout bien placé à 500 mètres. Alors, si on revoit le ralenti, il est le seul qui est dans la roue de son équipier, tout simplement. Hein. On voit Pedersen, on voit Coy, on voit Ben Turner. Personne n'a d'équipier, Moschetti non plus. Et lui, au virage, il a encore un équipier et il le dépasse. C'est Zaliard qui est le premier dans sa roue. Pedersen part de plus loin. Ben Turner passe par l'autre côté. On a Max Kanter, je pense, qui est là pour Astana. Mais il s'impose avec un vélo d'avance. C'est Olaf Koy qui vient faire deuxième. Et Pedersen qui doit faire troisième. Et ouais, une fois qu'il a lancé dans la roue de son coéquipier, et les autres étaient trop loin. Michael Ziliard, il était dans sa roue. Il est resté dans sa roue tout du long. Et pendant ce temps, Koy et Pedersen déplaçaient l'un par la droite, l'un par la gauche. Il dépassait Zaliard, mais il ne remontait pas Casper Van Honden, qui vient s'imposer, offrir une victoire. Bienvenue à la Picnic Postenel, qui faisait pas du tout une saison incroyable. Loin de là même, faisait une saison très mauvaise. Elle va leur faire du bien à l'équipe hollandaise, cette victoire. On l'avait pas vu de la saison, Casper Van Honden. Son meilleur résultat jusque-là, c'était une 4e place sur le modeste Tour de l'Algarve au Portugal et une 6e place sur le Tour de Turquie. Autrement dit, rien évidemment de très fameux jusque-là. Il avait fait aussi 9e d'une étape de Tirreno Adriatico, le dernier sprint remporté par Jonathan Milan. C'était là son meilleur résultat sur une course World Tour, autrement dit. Sa victoire aujourd'hui sur un grand tour était quand même inattendue. C'est la 5e victoire de sa carrière et sa première victoire au niveau World Tour, tout simplement pour Casper Van Honden, le Hollandais de 23 ans, qui vit donc un véritable rêve là, hein. Avec ce sublime sprint. 3 Hollandais aux 3 premières places, puisque Olaf Koy fait 2e et c'est Michael Ziliard qui en fait prend la 3e place pour rien du tout. Hein. Un demi-millimètre sur Mats Pedersen qui fait finalement 4e. Derrière la 5e place, c'était pour Max Kanter, le coureur d'Astana, mais il a été relégué, disqualifié. Il a dû faire un mouvement dangereux. Et du coup, ça profite à Caden Groves, qui était bien bloqué, mais qui a jailli de nulle part sur la fin pour du coup prendre la 5e place. Sam Bennett est 6e. Paul Magnier vient faire 7e. Ben Turner 8e. Matteo Moschetti 9e. Et c'est Enrico Zanoncello qui complète le top 10 pour la groupe Bargnadi. Derrière les autres sprinteurs qu'on pouvait attendre, Milan Fretin est 11e. Corbin Strong 13e. Orlewis Aolar 17e. Gerben Tiersen 18e. Luca Mozzato seulement 21e. Quelques coureurs ont ensuite perdu du temps dans ce final, mais aucun leader du classement général, seuls quelques équipiers. Le dernier du jour, c'est Søren Kragh Andersen. Hein. C'est pas Francisco Munoz. Il termine avant-dernier, Francisco Munoz. C'est Søren Kragh Andersen et il est arrivé à 10 minutes et 55 secondes du vainqueur du jour. Et surtout, il est arrivé avec le bras... il pouvait mettre qu'une main sur le guidon, tout simplement. Son autre bras était en écharpe. À mon avis, ça va sentir l'abandon. C'est la clavicule qui a dû prendre. La clavicule, c'est aussi elle qui a pris pour Nicolas Zukowski, qui a dû abandonner aujourd'hui le coureur de la Q36.5. À mon avis, Kragh Andersen, on ne le verra pas demain non plus. Ça sera un autre abandon. Aucun changement au classement général. Pas tout à fait. Isaac Del Toro prend la 5e place à Juan Ayuso grâce aux 4 secondes de Bonif qui allait prendre dans un sprint intermédiaire. Mais bon, c'est vraiment anecdotique. Sinon, c'est toujours bien sûr Mats Pedersen, le leader, qui a désormais 7 secondes d'avance sur Primoz Roglic et 14 sur son équipier Matthias Vacek. Mats Pedersen, plus que jamais leader du classement par points. Il a 83 points. Olaf Koy, deuxième, en a 52. Casper Van Honden, avec sa victoire, est directement 3e de ce classement avec 50 points. Classement de la montagne, Lorenzo Fortuneto, toujours leader devant Sylvain Modiquet et Peyo Bilbao. Et Matthias Vacek, toujours leader du classement du meilleur jeune devant Isaac Del Toro et Juan Ayuso. Demain, étape très intéressante, très indécise. Là, je sais pas. Là, franchement, est-ce que c'est les favoris du général? Est-ce que c'est les punchers? Est-ce que c'est les punchers sprinters type Pedersen? Ça commence de manière plutôt plate, malgré quelques petites ascensions. Puis il y a une grande descente et une vallée. Et ensuite, les 50 derniers kilomètres sont très pentus. On a une seule ascension répertoriée, considérée seulement de 4e catégorie, alors que c'est quand même 3 km à 8,4%. Puis on a une ascension non répertoriée qui fait 6 km à plus de 5%. Et le final, on a un petit mur de 3 km à 7%, puis derrière un autre mur de 700 mètres à 8,6%, à environ 3 km de l'arrivée. Et ensuite, on aura un final en faux plat montant. Donc voilà, plein
plein de scénarios possibles demain, aussi bien entre les favoris du général, une échappée victorieuse ou un sprint, on va dire, en petit comité. Ça va être très très intéressant à suivre et probablement beaucoup plus indécis quant au scénario qu'aujourd'hui, et également avec une échappée un peu plus fournie que le pauvre Munoz. Par contre, Munoz, on ne devrait pas le voir demain, il a tout donné aujourd'hui. Ça sera la 5e étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.